Bienvenue dans cet épisode de Bière et faits divers. Cette fois, c'est moi qui m'y colle pour vous raconter l'histoire inspirante, mais aussi un peu flippante, de 3 ados chasseuses de nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on plonge avec Noémie dans le monde des fictions qui exploitent le mythe des nazis, et il y a de quoi se mettre sous la dent. Pour retrouver les photos dont on a parlé dans l'épisode, rendez-vous sur Insta ou sur lvdt.studio. J'ai un nouveau lave-vaisselle, il vient d'être installé. C'est pas moi qui ai choisi, c'est mes propriétaires. Et du coup, là, mon mec est en train de l'installer avec... Enfin, non, mon mec ne l'installe pas, mon mec est en train de... Mon mec regarder les mecs l'installer. Et il est tactile. Ton mec ou le... Alors... Non, elle est bien. Elle est bien, hein. Elle est pas bien. mal, pas mal. Non, le lave-vaisselle est tactile. Mais du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bière et faits divers. Et donc, du coup, on va parler de bière et de lave-vaisselle. Non. Oh. On va parler de bière et de nazis. Oh. Ben, je sais pas ce qui est mieux. Tu vois. Mais du coup... Je suis sûre qu'il y a bien un fait divers avec un lave-vaisselle. Moi, je pense qu'on doit mettre ça dans notre liste. Ouais, parce qu'un lave-vaisselle et un nazi, c'est peu probable. Parce que moi, je suis sûr que les nazis n'avaient pas de lave-vaisselle. Et ça peut expliquer pourquoi ils étaient vraiment méchants. Ils étaient très énervés, ils devaient faire la vaisselle tout le temps. Très énervés, tu vois. Genre, putain. Pardon, on peut pas dire de gros mots. Non, mais surtout, il existe encore des nazis aujourd'hui, donc... Et on les salue. Et on laisse... Non. Ont-ils un lave-vaisselle Mais, voilà, donc si dans la communauté... Si vous êtes nazi, et que vous avez un lave-vaisselle, contactez-nous. manifestez-vous. Non, ne faites pas ça. Ne nous contactez pas. Si, on les ramènera vers le chemin de la joie et de la félicité. Tu voulais pas voir le tueur en série, machin, bazar, parce que t'avais peur mangé par des nazis, hein. Ouais, Posons-le là, quoi, tu vois. D'accord. Je suis pas fan des nazis, quoi. Je crois que je préfère voir un tueur... Non, je veux pas... Aucun des deux, en fait. Ni les nazis, ni les tueurs en série. D'ailleurs, ce qui est souvent très proche. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a un petit côté psychopathe commun aux deux. Ouais. Donc les psychopathes, restez chez vous, vous êtes gentils. Donc voilà, les blagues nulles sur les nazis, c'est fait comme ça. Voilà, on a dégagé l'affaire. Mais du coup, autour de la table, il y a Benjamin et Caroline. Ah oui. Salut Car, donc tu t'auto-présentes. Je m'auto-présente. Et je t'auto-présente plutôt. Ah ouais, c'est vrai. Mais on est rejoint dans cet épisode-ci par Noémie. Salut. Alors Noémie, on sait qu'elle a un nouveau lave-vaisselle. Voilà, c'est le petit truc qu'on va apprendre sur elle aujourd'hui. Et félicitations à elle, d'ailleurs. Félicitations à toi pour ton nouveau lave-vaisselle. Merci beaucoup. Benjamin, sa maison est détruite. Petite vanne. Non, Vive pas les détruite, inondations. elle est humide. Elle est humide. Très humide. Elle est tellement humide qu'on peut pas habiter dedans. Non, plus. Pour le moment, mais c'est pas grave. Ça fait des histoires à raconter. Je pourrais faire un podcast sur les inondations, si vous voulez. Et anecdote bière, il y a un monsieur qui a écrit au community manager de Orval. Okay. Et il a demandé si on disait un Orval des Orvaux. Et on dit bien des Orvaux. Ok. Et on dit bien un Orval ou une Orval? Bah ça, il n'y avait pas dans la question. Et parce que moi, je dis une Orval. Moi, je dis une parce Orval. que c'est une bière. Ouais. Ça me paraît logique. Une Jupiler, une Masse, Ouais, mais... tu vois. Ouais, la Covid. Et la Wi-Fi, parce que c'est la fréquence. Alors aujourd'hui, c'était journée pas d'idée. Cric, tranquillou bilou, Leafmans, voilà, parce que je crois que c'est un peu la... Classique. Ouais, la moins mauvaise, je sais pas, ou la plus bonne, dans le choix. Je buvais beaucoup de cric quand Ouais, ça j'étais m'étonne jeune. pas. Ouais, la cric et la pêcheresse, hein, oui. Ouais, et puis Ouais. après, c'est devenu trop sucré pour moi. Ouais. En toute honnêteté, je suis pas fan de la crique, mais je vais me laisser bam resurprendre. Et bam, on n'aime pas ce que tu nous proposes. Bah Alors ouais. voilà, je crois que c'est la Non, première fois que vraiment là, non là. Ça fait Benjamin- longtemps que j'en ai pas bu. Donc Mais je crois que c'est une Leafman, c'est un peu chico, ça. Je sais pas si t'as vu l'étiquette, Oui. genre, ben, il y a un peu du doré dedans, j'ai l'impression que c'est un peu une édition un peu Ok, sympa. ok. tu vois. Elle est un peu Peut-être qu'on va fancy. aimer quand même. Ouais, et donc, en fait, j'ai pas grand chose à dire sur la Leafman parce que c'est genre une brasserie, genre carrément gigantesque, Ouais. qui existe depuis super longtemps. Et je crois Ouais, que maintenant, on n'est c'est. pas dans la microbrasserie quoi. Non, maintenant, c'est racheté par le groupe Duvel, dont j'oublie tout le temps le nom. Voilà. Donc, c'est une crique sympa, quoi. Et donc c'est en effet, ils appellent ça une crique brute, genre un peu comme les champagnes quoi. Genre Bah, on passe au niveau supérieur quoi. Mais du coup, elle est peut-être moins sucrée ou quoi que... Et encore une information approximative à peu près. Mhm. J'ouis dire que les criques et les gueuses, tu vois, sont des bières qui sont principalement brassées dans la région bruxelloise. Et apparemment, on ne peut les brasser que là-bas. Ah oui. À C'est cause comme le champagne. d'un micro-bactérie et tout ça qui est responsable de la fermentation et de ce type de fermentation qui n'est présent que là-bas. Et Allez. attends, je comprends pas. On fait bien pousser des bananes ici, mais on pourrait pas faire pousser la bactérie ailleurs? Nah.
Mais on peut l'exporter, la bactérie, non? Oui, on peut, mais tout le monde n'est pas. Écoute, fanat envoie de un la- mail, Caro. Qu'est-ce que tu veux fais que je Je te me pas. lancer dans la dise, truc moi de cric, hein, moi, rien à foutre, hein. C'est pas possible. Par contre, ça. cette odeur me rappelle beaucoup d'erreurs. C'est vraiment la bière que je buvais au scout. Malheureusement. Eh ben, je sais pas quoi en penser, c'est pas mauvais. Non, ça va, hein, ça va. Mais non, eh ben, écoute, je trouve ça bon. Bah tant mieux, ça Parce me fait qu'elle plaisir. elle a un peu amère quand même. Elle est pas, j'ai pas l'impression de boire de la grenadine, ce que j'ai souvent l'impression quand je bois de la cric. Eh ben, et j'ai un peu de tips sur la Liefmans cuvée brute. Vous voulez que Ah je bah vous lise vas-y, ouais. Sur Wikipédia. Alors, Liefmans cuvée brute est une bière fruitée rouge qui est brassée une fois par an. Elle a une teneur d'alcool de 6%, blabla. Autrefois connue sous le Liefman Cream, ça la Niana, on s'en fout. Et elle peut être conservée 10 ans, donc c'est une bière de garde. Bah je ne savais Qui pas est qu'il y avait cru. des bières de garde, moi. Bah, je sais que les trappistes peuvent se garder. Genre, Ok. c'est pour ça qu'on peut boire un vieil Orval ou une vieille Orval dans certains cafés de Ok. 2 ans ou 3 ans et tout ça. Et c'est meilleur apparemment, je le crois. Mais je savais pas pour les crics et les gueuses. Je savais que les gueuses peuvent vieillir et sont meilleures quand elles sont vieilles. Attends, Ah moi, bah, j'y- je moi, savais j'y pas. connais rien de garde, ça veut dire que tu peux la conserver pendant un Exactement, certain temps. comme le tu vois, vin, les comme que tu certains peux- vins, comme oui, certains vins. certains vins que tu peux Ok. garder Par exemple, le beau. Beaujolais nouveau, tu vois, pas vin de garde. Ok. Il est nouveau, tu le bois maintenant. Tu le bois maintenant et vite, très vite. Vite, ouais. On passe à l'échauffement. Avec le petit fait divers rigolo. Ouais. Enfin, rigolo. Ouais, tu rigolo. Enfin, la colonne des chiens écrasés de Ouais. Benjamin. C'est la douane chinoise. Donc, le titre de l'article, c'est dans Journal du Geek. Donc, j'ai changé un peu Tu de changes tes délire. sources. Exactement. Et c'est le titre du truc, c'est le jour où la douane a pris des AirPods Plus Buds pour des contrefaçons d'AirPods. Et donc, ça peut paraître con comme ça, mais donc il y a des. Vous voyez les AirPods? Vous voyez ce que c'est? Tout le monde Oui. voit ce que c'est? Oui. Le truc Apple, tout le monde. Oui. Et il y a une société qui s'appelle OnePlus, qui fait des Oui. téléphones aussi, qui avait fait des AirPods, enfin, un truc de la même technologie et qui ressemblait, mais genre hyper fort Ouais. aux AirPods. Et donc, la douane chinoise chope une cargaison des AirPods de OnePlus, tu vois. Et ils disent non, ça passe pas parce que c'est des contrefaçons d'AirPods de Apple. Ah merde. du Alors coup, que c'est une vraie marque. Et Alors que c'est un une vraie vrai marque et c'est un fournisseur. vrai produit et tout ça et que machin truc. Et donc, c'est genre super drôle et ça veut vraiment dire que la copie, tu vois, est genre carrément manifeste, tu vois, parce que même les douaniers, ils se sont dit what? Genre, c'est- Donc, il y a un tweet ou je sais pas quoi de la douane ou d'un gars qui montre la cargaison et il y a OnePlus qui a commenté, tu vois, et qui a dit ouais, salut les gars, vous pouvez nous les rendre, c'est à nous en fait. Et c'est super drôle et c'est une méga grosse société, tu vois. Et ils les ont récupérés. Bah, bien sûr qu'ils les ont récupérés. Je crois qu'il y a eu Ah. all apologies et tout ça de la douane. On s'excuse, vous êtes super bisous. Quoi. Et ça montre aussi l'hégémonie de nos amis de Apple, quoi, tu Purée, vois. ouais. Il y a une cargaison de trucs qui arrivent et on dit faut regarder si c'est pas une contrefaçon de Apple, sinon on va se faire choper. Et, je Ils trouve ont, ça ils ont plutôt juste la drôle. comparaison à Apple, si ça y ressemble, c'est ça, sinon c'est. Voilà. Ils ont, tu vois, ils ont des photos et ils ont les AirPods et puis ils regardent. Non, ça va, ça ressemble pas. non, ça va, c'est bon, tu te fais y aller. Et je vais vous raconter une histoire de la résistance pendant la guerre 40-45. Alors, c'est une histoire qui commence avec deux sœurs. Attends. La résistance chez les nazis ou la résistance contre les nazis? Non, mais, contre les nazis. Bah, il y avait des gens en Allemagne qui étaient pas trop fans des nazis. Oui, mais du coup, ils faisaient de la résistance. Contre les nazis. Ouais, mais je veux dire, c'est intra-allemand Il y a ou... de l'alcool dans ton verre On d'eau, n'aime ou pas bien les nazis, Benjamin. Non, mais c'est genre intra-Allemagne ou c'est genre... Alors, non, on est aux Pays-Bas. Ok. On est aux Pays-Bas. Pays du Gouda et des moulins. Si tu la Pays des laisses Goudas et des raconter tulipes. son histoire. Mais je situe pour que les gens, ici, les gens Mais savent pas où c'est les Ça, Pays-Bas. on arrive. Ok, ça Je va. dis, je recommence. Une histoire de résistance. Une histoire de résistance pendant la guerre 40-45. Et on commence avec deux sœurs. Je vais essayer de pas écorcher leur nom, mais c'est Freddy et Truth, qui vivent à Harlem, à 20 km de Amsterdam. Et c'est bien le Harlem d'Harlem, New York, quoi. Donc, c'est une ville qui est à 6 km d'Amsterdam. Et il y a quelqu'un de là-bas qui est parti et qui a créé The New Harlem à New York en 1658. Voilà la petite histoire. Ok. Et donc, enfants, Truth et Freddy vivent sur une péniche avec leurs parents et elles sont élevées dans les principes communistes. Il y avait vraisemblablement pas mal de communistes aux Pays-Bas à l'époque. Et déjà avant la guerre, les parents cachaient des Lituaniens dans la cale de leur bateau qui étaient en fuite. Puis un jour, leurs parents divorcent et la mère et ses deux filles quittent le bateau
et elles louent un petit appartement en ville. Et alors, on a Freddy qui raconte, parce qu'elles ont fait des biographies, elles ont répondu à des interviews, donc on a quelques traces de leur histoire. Ma mère en a eu marre. On vivait sur un large bateau à Haarlem, mais mon père ne gagnait pas d'argent, il ne payait rien pour le bateau. Mais ce n'était pas un divorce difficile ou quoi que ce soit. Il chantait un French farewell depuis la poupe du bateau quand on est parti. Il nous aimait, mais on ne l'a plus beaucoup vu après ça. Et puis, la guerre éclate. Truth, elle a 16 ans et Freddy, elle a 14 ans. Donc c'est vraiment des adolescentes en pleine fleur de l'âge. Je vais vous faire un peu le contexte de l'histoire des Pays-Bas pendant la guerre 40-45 parce que c'est super intéressant. On la connaît excessivement peu parce qu'en plus, il y a peu de choses qui sont traduites en anglais ou en français, donc on a peu accès à cette histoire-là, mais c'est une histoire tout à fait particulière. Le royaume des Pays-Bas se déclare au début de la guerre neutre, espérant qu'ils vont éviter l'invasion et la guerre. Sauf que les Allemands n'en ont absolument rien à cale et qu'ils ont besoin d'envahir les Pays-Bas pour pouvoir venir attaquer la France à l'époque et la Grande-Bretagne. Et donc, les Allemands envahissent les Pays-Bas le 10 mai 1940. Le 10 mai 1940. Ils avaient pris 100 ans d'avance, tu vois, pour être sûr. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la bataille des Pays-Bas, sauf que eux, ils voulaient être neutres. Et donc, ils s'étaient pas beaucoup entraînés à la guerre. Et donc, en gros, ça dure une semaine. Voilà. Plié, quoi. La notion de neutralité les avait un peu aveuglés, quoi. Donc le gouvernement et la reine se tirent des Pays-Bas en Angleterre et on confie la gestion du pays à un certain Arthur Seyss-Inquart, que je dis sûrement très mal. C'est un nom qui reviendra un peu plus tard. Et donc c'est lui qui gère les Pays-Bas sous l'occupation. Et les Allemands, ils vont avoir un rapport très particulier au peuple néerlandais parce que, en fait, ce sont des Aryens. Et donc, ils sont entre « c'est un peuple frère arien » ou « c'est un peuple conquis ». Et ça va créer beaucoup de problèmes, en fait, pour ce fameux Arthur. Cette question qui se pose, cette difficulté à se positionner par rapport à eux, ce qu'ils ne vont pas du tout se poser en Belgique ou en France. C'est un peuple conquis et on le traite comme tel. Donc, ils vont mener une politique de deux fronts. La première, c'est quand même, il faut exploiter le pays pour les richesses de l'Allemagne. Et donc, on envoie 400 000 ouvriers travailler de force en Allemagne. Mais de l'autre, ils vont essayer d'inculquer au peuple néerlandais qu'ils sont un peuple supérieur, que les Juifs leur font du tort et qu'ils doivent se retourner contre eux. Et ça ne va pas du tout marcher. Et donc, on a des mouvements de grève qui sont les premiers vrais actes de résistance contre l'ennemi allemand. En 1941, quand les Allemands commencent à recenser les Juifs pour les envoyer au camp, le peuple se rebelle. Et il y a la très célèbre grève de 1941 à Amsterdam contre la déportation des Juifs, et où il y a 300 000 personnes dans les rues contre les actions de l'occupant. Mais ces manifestations vont être matées avec tellement de violence. Il y a 3 des organisateurs qui sont exécutés. Il y a des dizaines de personnes qui décèdent pendant les manifestations, que la population va finir par se soumettre à la violence de l'occupant. Mais les Allemands comprennent bien qu'ils ne peuvent pas les considérer comme un peuple frère, et donc ils changent de stratégie. Et ils vont créer ce qui s'appelle le bureau juif. Et là, vraiment, on est dans quelque chose de très pervers pour le peuple juif des Pays-Bas. C'est que, tout simplement, les Allemands vont dire aux nobles juifs des Pays-Bas, si vous organisez votre recensement vous-même, on ne vous fera pas d'ennuis. Et eux, voulant éviter les ennuis, décident d'organiser le bureau juif, qui est donc dirigé, organisé, administré par les Juifs pour les Juifs. Mais forcément, rapidement, les objectifs de ce bureau vont s'élargir. Et très rapidement, en fait, aux Pays-Bas, ce sont les Juifs qui vont envoyer les Juifs au camp. Oh, c'est horrible. Et c'est là toute la perversité du système qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils exercent eux-mêmes l'oppression sur leur communauté, en espérant qu'à un moment donné, ça s'arrête et que ça ne tombe pas sur eux. Mm-hmm. Et c'est vraiment là toute la perversité de ce qui va se passer aux Pays-Bas. Alors, il faut savoir qu'à la fin de la guerre, sur les 140 000 Juifs qui vivaient aux Pays-Bas, au début de la guerre, il n'y en a que 30 000 qui auront survécu. Et parmi les victimes, on a Anne Frank. Et alors, détail important qui va revenir dans la suite de l'histoire, c'est qu'aux Pays-Bas, la plupart des Juifs néerlandais vont être arrêtés par des Néerlandais, par la police néerlandaise et pas par les Allemands. Donc, on a
un noyau dur de gens qui sont contre ce qui est en train de se passer. Et puis, on a un petit noyau qui, lui, est hyper proactif par rapport à la question, en gros. Et on a ces deux forces-là qui sont en présence dans ce pays. Et c'est là le contexte dans lequel Truth et Freddy, à l'âge de l'adolescence, plongent la tête la première, quoi. Et comme elles ont déjà, on va dire, une éducation antifasciste, la maman et les deux filles, très très rapidement, elles se retrouvent à accueillir des juifs chez elles dans son appartement. Et elles disent même plus tard, pendant la guerre, on avait un couple de juifs qui vivaient avec nous. C'est pour ça que ma sœur et moi savions beaucoup de choses sur ce qui était en train de se passer. Et elles commencent à distribuer avec leur mère des tracts anti-nazis. Elles commencent finalement à faire des petits actes de résistance, encore très light, mais bon, ça peut quand même t'attirer pas mal de problèmes. Mais rapidement, il y a le commandant du conseil de la résistance de Harlem, qui s'appelle Franz van der Weyl, qui les remarque. Il a demandé à leur mère s'il pouvait demander l'autorisation qu'elle rejoigne la résistance. Et la mère était d'accord. Donc déjà, je ne sais pas si je serais d'accord, mais la mère est d'accord. Et la seule chose que la mère dit aux deux filles, c'est « Quoi que la résistance vous demande, surtout, restez humaine ». Je pense que la mère pressentait déjà que ça allait pas être tout rose pour ses filles, mais en même temps, voilà, c'est des activistes depuis longtemps, quoi. Alors, on peut se demander ce qui pousse le général à enrôler 2 adolescentes. Est-ce qu'il n'y avait plus que ça dans la ville et que tout le reste était mort? On va le découvrir un peu plus tard. Mais ce qui pousse les 2 adolescentes à s'enrôler, elles, dans la résistance, elle l'explique plus tard. Et Truth raconte « Une guerre comme celle-là est toujours une expérience à vif. Quand je roule à vélo, j'ai vu des Allemands prendre des personnes innocentes en pleine rue, les plaquer contre le mur et les exécuter. Et j'étais forcée de regarder. Ça a éveillé une telle colère en moi, un tel dégoût. Tu peux avoir n'importe quelle conviction politique ou être complètement contre la guerre, mais à ce moment-là, tu es juste un être humain confronté à quelque chose de terriblement cruel. Tirer sur des gens innocents, c'est un meurtre. Quand tu expérimentes quelque chose comme ça, tu finis par trouver justifié que quand des gens commettent une trahison comme troquer un enfant juif de 4 ans contre 35 florins, tu agis contre ça. Voilà ce qui les a poussés à entrer dans la résistance. Ça valait combien un florin à l'époque? Je ne sais pas, j'ai pas été faire la conversion. À mon avis, pas grand-chose. Du coup, avec 5 autres recrues, elles reçoivent un entraînement militaire de base. Et elles sont les seules filles du groupe, donc ils sont 7. Ils apprennent à tirer. Ils apprennent la gestion des explosifs, la marche en forêt, comment on sabote les rails de train, comment on fait exploser un pont, etc., etc. Et puis viennent les premières missions, qui étaient souvent de voler des papiers qu'on trafiquait. C'était pas les papiers comme nous, on connaît maintenant. J'ai volé une rame de papier 90 grammes. Voilà, c'est ça, c'était à peu près ça. On collait une photo dessus et c'était bon. Mais donc, elle volait des papiers à la piscine, voilà. Et en fait, c'est ça qui intéresse Elle volait des papiers à la piscine? Oui, ils allaient à la piscine, c'était une des activités d'Harlem. Et donc, dans les vestiaires, elles allaient voler les papiers des gens qui étaient à la piscine, par exemple. Ah oui, les papiers d'identité, Pardon, les papiers d'identité. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais sur le bloc-notes quadrillé. J'ai une mission pour vous. Vous voyez la piscine? Vous allez dans le secrétariat. Et là, vous trouverez du papier. Volez tout ce que vous pouvez voler. Ok, on est parti. Non, ok. Non, les papiers d'identité. Donc, elles volaient des papiers d'identité. Et en fait, ce qui intéresse la résistance, c'est quoi? C'est qu'elles ont l'air très jeunes. Et que ce sont des femmes. Ce sont des jeunes filles. Et d'ailleurs, Freddy, qui est la plus jeune des deux, elle se fait 2 couettes et en un coup, on dirait qu'elle a 12 ans. Et donc, en fait, elle passe inaperçue. Et donc, très rapidement, elle se retrouve aussi à passer des armes en contrebande ou des papiers importants. Et donc, elles sont toutes les deux à vélo, une sur le porte-bagages, une l'autre devant, avec des armes cachées, machin, mais elles ont l'air d'avoir 12 ans. Et donc, elles traversent les places et les rues sans que jamais un soldat allemand ne les soupçonne. On ne les regarde pas comme une menace. Et puis, on les envoie dans des missions de reconnaissance, et puis carrément sur des missions beaucoup plus dangereuses où elles doivent détruire des bâtiments, incendier des hangars. Parfois, on les envoyait aussi, flirter avec les soldats pour faire diversion, pendant que quelqu'un rentrait à l'intérieur, foutre le feu. Voilà, elles étaient utilisées comme des appâts. Pas très... pas très MeToo quand même. À 14 ans... Attends, il y a mieux qui arrive. Alors, la meilleure histoire d'appât qu'on puisse avoir, c'est qu'une des missions qu'on leur a données, là, on commence à passer à des missions un petit peu plus... on passe au grade supérieur. Voilà. Elles sont envoyées comme appât pour un soldat qu'on veut éliminer. Et le type entre dans un restaurant et on envoie Truth
rentrer dans le restaurant, faire semblant qu'elle était un peu saoule, s'asseoir à la table du type qui est en train de manger tout seul, commencer à flirter avec lui, voilà, et puis lui proposer subrepticement de s'éloigner et d'aller avec elle dans la forêt. Et le type qui voit une jeune fille très jeune s'offrir à lui un peu bourré ne peut pas résister. Et donc, il la suit. Les hommes sont vraiment des gros cons. C'est Promising Young Woman. C'est vraiment ça, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Les voilà qui partent dans les bois. Et puis, Freddy écrit... Après ça, il rencontrait quelqu'un sur le chemin dans les bois. Ça devait paraître comme une totale coïncidence, alors que ça l'était pas du tout, c'était un autre résistant, qui disait à Truth, meuf, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censée être là. Genre, elle se faisait engueuler. Du coup, les deux s'excusaient, le soldat allemand et Truth. Ils faisaient demi-tour, ils partaient, et là, on tirait dans le dos du type qui avait rien vu venir. Ah, sympa. Et puis, il y avait une tombe qui avait déjà été préparée pas loin de là. Et on le jetait là-dedans. Là, Truth et Freddy devaient se barrer. Et on l'enterrait, c'était fait. Personne ne savait jamais qu'il avait disparu. Une affaire rondement menée. Une affaire littéralement rondement menée. Mais par contre, le soldat allemand, c'est quand même un ascenseur émotionnel plutôt important. Quoi. Ouais. Oui. Mais il s'en est pas rendu ça. compte, Non. à mon avis. Il s'est pas rendu compte que ça se passait. émotionnel Quoi. des soldats allemands pendant la guerre 40-45. J'aime bien parce qu'on commence à tuer des nazis. Ouais. J'aime bien tuer les nazis. En 1942, une femme de Harlem est soupçonnée de vouloir collaborer avec les Allemands et de s'apprêter à donner une liste de tous les noms des Juifs de Harlem. Donc la résistance ne peut pas laisser faire ça. Son existence est là pour ça. Il faut agir vite. Et c'est à Freddy qu'on confie la mission. Elle repère la femme dans un parc. Elle s'approche d'elle et elle lui demande si elle est bien un tel. La femme confirme son identité. En souriant poliment, c'est-à-dire elle a une enfant de 12 ans devant elle, quoi. Donc elle dit oui, c'est moi. Et là, Freddy sort son flingue, tire dessus et se barre. Et c'est la première fois que Freddy va directement tuer quelqu'un. Et elle a Elle a 14 ans. Badass. Badass. Et donc c'est... Et ça va, elle Là, maintenant, elle est morte, mais c'était il y a quand même longtemps. Elle a fait une thérapie après ou... Ouais. C'est le début d'une longue liste. Et entre elles, Freddy et Truth appellent ça des liquidations. Alors, elles vont en faire quelques-unes, soit en attirant les cibles dans les bois, comme on l'a dit juste avant, soit en allant toquer à leur porte à un moment donné où ils sont vulnérables. Ils ouvrent la porte, ils voient une gamine, ils n'ont pas peur, elles tirent et elles se barrent. Soit carrément, elles ont un plan à elles deux sur leur vélo. Et c'est quand même des très très bonnes tireuses. Donc il y en a une qui pédale, l'autre sur le porte-bagages de nouveau. Et quand elle voit un soldat quelque part, machin, il n'y a personne autour, elles vont pas être vues. Elle sort son flingue, l'autre pédale toujours, et pendant que l'autre pédale, elle tire. Et puis elle range son flingue, l'autre continue. Et une fois qu'elle a passé le coin de la rue, tout ce que les gens voient, c'est deux gamines sur un vélo. Mais elles viennent de tuer un nazi et personne ne soupçonne deux gamines sur un vélo de quoi que ce soit. Pas mal, hein. Pas mal. Pas mal. Un peu flippant, mais pas mal. C'est des soldats, quoi. Ouais. C'est des soldats de la résistance. Et alors, elles exécutent surtout des traîtres, en fait, plus que des Allemands, qui vraisemblablement s'appelaient des Land Watchers, une espèce des surveilleurs de terre. Des surveilleurs de territoire. Des surveilleurs... Surveillants du pays. Des surveillants des terres. En gros, des Néerlandais collabos, voilà, parce qu'ils étaient souvent plus dangereux que les Allemands, puisqu'ils connaissaient les terres, les lieux, les gens. Alors, il y a des histoires plus violentes dans les assassinations et les liquidations qu'ils ont faites. D'ailleurs, Truth raconte à un moment donné que devant elle, un SS avait arraché un bébé à sa famille et, je la cite, l'avait frappé contre le mur. Le père et la sœur regardaient. Ils étaient bien sûr hystériques. L'enfant était mort. J'ai sorti mon flingue et je l'ai tué. Ce n'était pas une mission, mais je ne le regrette pas. Oui. Ouais, c'était Benjamin, pas... il est pas bien. Vous devriez voir la tête de Benjamin. Je crois qu'il se sent pas bien. Tu veux une bière, Benjamin? Non, ça va. C'est ouais. Ah, mais c'est pas des enfants de cœur. Hein. Non. Au gros mots, les grands remèdes. Voilà. Fais pas d'omelette sans casser les œufs. Oh, putain. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais c'est extrême de se dire que des jeunes adolescentes, tu vois,
En ces responsabilités-là, Ouais, ils en sont venus à devoir faire ça. Tu vois, c'est ça qui est... Genre, la situation était vraiment horrible, comme elle l'explique dans les petites citations que tu as prises et tout ça. Elle explique que t'es arrivé à un moment donné où tu es plus trop toi-même et plus trop... tu ne peux plus... Soit tu collabores, soit tu réagis, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment extrême, quoi. Ouais. Alors, en 1943, elles vont faire la connaissance de... Et de nouveau, je vais complètement faire de la boucherie avec son nom. Janetje Johanna Schaft, autrement appelée Annie. J'aurais dû dire Annie direct. Mais Annie est son nom de résistante, qu'elle ne va pas obtenir tout de suite. Ah, ils avaient un peu des blazes et tout ? Ouais. Ah, cool. Et donc, quand Annie rencontre Truth et Freddy, elle a 23 ans. Elle a les cheveux rouges vifs. C'est un trait de caractère important, enfin un trait physique important. Naturellement ? Dans l'histoire. Et elle fait aussi de la résistance, du coup. Et rapidement, elles vont devenir inséparables. Donc, toutes les missions de liquidation qui vont arriver par après, elles vont le faire à 3. Alors, Annie, c'est son nom de résistante, comme je vous le disais. Et Annie, elle vient d'une famille de communistes aussi. Et elle est poussée par ses parents à faire des études de droit pour devenir avocate des droits humains. Des droits de l'homme, pardon. Elle va à l'université d'Amsterdam et Annie s'y fait 2 très grandes amies qui s'appellent Philine et Sonia, qui sont toutes les 2 juives. Quand l'occupant débarque à Amsterdam, ce qu'ils vont faire, c'est très rapidement interdire aux juifs d'aller à l'université. Et donc, ces 2 amies ne peuvent plus aller à l'université, mais surtout demander à tous les étudiants qui veulent retourner à l'école de signer une déclaration d'allégeance à l'occupant allemand. 80% des étudiants vont signer cette charte. Annie va refuser, mais du coup, comme ses 2 amies juives, elle ne peut plus aller à l'école. Elle est forcée d'arrêter ses études, et c'est là qu'elle va commencer à poser ses premiers actes de résistante, et elle va voler des papiers d'identité à la piscine pour ses 2 amies. C'était vraiment le truc, c'était un peu le rite de passage. Ouais. Tu commençais par ça. Par voler des trucs à la piscine. Par voler des trucs à la piscine. Ce qu'on a tous fait d'ailleurs. Voler des trucs alors, à la moi piscine. pas. Moi pas non plus. Moi non plus en fait. Qu'est-ce que t'as volé à la piscine? Non, j'ai rien volé à la piscine. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vols à la piscine. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Peut-être des jeunes résistants, on ne sait pas. Peut-être. Donc du coup, elle vole des papiers pour ses amis. Et puis forcément, elle commence à le faire pour plein d'autres gens aussi. Elle essaye d'aider ses amis, elle les cache. Voilà, elle entre véritablement dans la résistance avec le soutien de ses parents. Et vient la première mission sérieuse où on lui demande d'abattre un officier allemand. Alors elle est avec un autre membre de la résistance, il repère la cible, on lui tend le flingue, c'est à elle de le faire, elle prend le flingue, elle suit la cible dans une rue où il n'y a personne, une rue déserte, elle tire et le flingue ne part pas. La balle ne part pas. La balle ne part pas, pardon, excuse-moi. Non, la balle ne part pas, le flingue est vide. Et là, la cible se retourne vers elle, marche vers elle, genre... J'imagine que dans son cerveau, c'est genre la panique intersidérale de l'univers. Et il se présente. Et c'est Franz, le commandant du Conseil de la Résistance. Et elle vient de passer son test de loyauté. Test numéro 2, après la piscine. Après la piscine. Info map. Est-ce qu'elle est capable de tirer? C'est ouf. En termes de RH, ils étaient un peu extrêmes. Ils étaient un extrême. À la résistance. Elle rejoint la cellule de Franz, du coup, et donc elle rejoint Freddy et Truth, où elles vont devenir amies. Alors ensemble, elles vont faire beaucoup couler d'encre et de sang parce qu'il se passe quelque chose. Dans cette cellule, il y a un truc qu'il n'y a pas ailleurs. Elle arrive à quand même tuer beaucoup de gens. C'est quand même un peu étrange. Mais personne ne soupçonne encore qu'en fait, la force de cette cellule, c'est d'avoir des très jeunes femmes plutôt douées pour le combat et prêtes en fait à tout. Bon, et alors après, à côté de ça, il reste des adolescentes comme les autres. Et donc, Annie va tomber amoureuse d'un autre résistant qui s'appelle Yann. Évidemment. Évidemment, on est aux Pays-Bas, il s'appelle Yann. Yann Bonkamp. Et ensemble, ils font des missions d'exécution aussi, à eux 2. Chouette, petit date. Voilà, un petit date amoureux, un peu Bonnie and Clyde, mais de l'autre côté. Fais quoi ce soir? On va tuer des nazis. Ouais. Petite activité de couple. Alors, ils l'ont déjà fait 1 ou 2 fois, mais là, on leur confie une mission spéciale. On leur demande d'assassiner le chef de la police de la collaboration de Zaandam, qui s'appelle, je vous jure, Willem Grahout. Willem Grahout. Faut bien. Alors le truc, c'est que Willem se doute que la résistance hollandaise va vouloir tenter un coup sur lui, et donc il est un peu prêt quand même. Et donc Willem est sur son vélo en route pour le commissariat, et Yann et Annie l'attendent en embuscade.
Attends, il est pas méga prêt. Quand t'as dit ça, moi j'imaginais le mec dans une voiture blindée avec des gardes du corps. Non. Le mec est en vélo. Oui, on est en Hollande, ok? Ouais. Les mecs, ils font du vélo tout le temps. Non, mais il est vrai que vraisemblablement tout le monde était sur des vélos et qu'il n'y avait pas énormément de voitures, je pense. C'est Excellent. peut-être pour ça qu'ils ont pas fait de film. Parce que tu vois, genre les courses-poursuites et les trucs en vélo, ils se sont dit non, ça c'est pas possible. Tu vois, nous, il nous faut du Fast and Furious, il faut de la voiture, quoi. Possible. Il est sur son vélo, Où il aime, mais sur son vélo. en route pour le commissariat, Attentif, attentif, aux aguets. aux aguets. Et Yann et Annie l'attendent en embuscade. Yann lui tire dans le dos et il le touche. L'homme est grièvement blessé, il s'effondre. Mission accomplie, Annie se tire de son côté. Non, il est pas mort. Yann s'apprête à se barrer, sauf que Willem, il a toujours 2 flingues sur lui. Et donc il arrive à en choper un des 2 et il tire sur Yann. Ah non. Yann est blessé, Annie ne s'en rend pas compte, elle est déjà en train de se barrer. Et ils savent que, voilà, ils viennent de tirer sur quelqu'un, ils ont une fenêtre de temps très courte avant que la police spéciale n'arrive, que les SS ne débarquent et que ce soit la catastrophe. Du coup, Yann doit trouver absolument un endroit où se cacher. Et il va dans une maison pas loin, il trouve un endroit où se cacher. Le problème, c'est que les SS arrivent et il leur faut pas longtemps. Ils commencent à fouiller toutes les maisons alentour. Vous voyez, comme dans les films, on s'imagine bien le truc. Ils le retrouvent, mais super vite. Alors, Willem meurt. Donc, mission globalement accomplie, sauf que mission en danger, puisque Yann est prisonnier, quoi. Il l'emmène à l'hôpital, où le mec se fait interroger plusieurs fois. Mais, à un moment donné, il y a une infirmière néerlandaise, collabo, qui ne lui dit pas qu'elle est collabo, qui va l'interroger, discrètement, je suppose. Et il finit par dire le nom d'Annie, par donner l'adresse de ses parents, et il retrouve dans le portefeuille de Yann une photo d'Annie, aux cheveux rouges. Elle va devenir, à partir de ce moment-là, la femme la plus recherchée du Troisième Reich. Carrément. Elle va sur la liste des personnes les plus recherchées par les nazis. Et elle devient la fille aux cheveux roux. Du coup, c'était pas très malin d'avoir les cheveux rouges, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a compris que Yann était blessé à un moment donné. Elle est partie en cavale. Et elle se teint les cheveux en noir. Et elle porte des lunettes. Habile. Smart. Pendant ce temps-là, les SS, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent en otage sa famille en faisant savoir que quand elle se rendra, ils les libéreront. Elle résiste. Elle reste en cavale, elle reste cachée, voilà. Et donc les SS changent de stratégie, ils libèrent la famille en se disant « elle va aller les voir ». Et là, on pourra la choper, quoi. Sauf qu'elle ne le fait pas non plus. Comme avec Bonnie and Clyde. Comme avec Bonnie and Clyde, c'est les mêmes stratégies, en fait, tout à fait. Donc elle reprend ses missions avec Freddy et Trousse, elles font plusieurs liquidations, comme elles appellent ça. Elle a bien ses cheveux noirs, ses lunettes, et ses lunettes qui la protègent un peu comme Superman. Hein ? Mais c'est vrai que moi, je le reconnais plus du tout quand il a ses lunettes, Superman. C'est vrai. T'as remarqué ? Ouais. Et il y a aussi les cheveux qui se mettent pas pareil. Ouais. Et en un coup... C'est un autre homme, quoi. Ouais. Tout à fait. Mmh. Et puis un jour, Franz, leur commandant, leur confie une mission beaucoup plus extrême. Il veut utiliser leur apparence infantile pour kidnapper les enfants d'un officier nazi qui s'appelle Arthur Seyss-Inquart. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, mais ils ont tous des noms à rallonge, moi je remarque ça. Je vous en ai parlé tout début, c'est Hitler a confié à Arthur la gestion du pays occupé. C'est vrai. La mission qu'on veut leur confier, qui est quand même une mission high profile, c'est quand même d'aller kidnapper les enfants de la personne qui gère le pays pour les avoir en otage, pour demander la libération de prisonniers néerlandais des prisons allemandes. Et les filles vont refuser. Parce qu'elles savent que la mission, c'est si les Allemands ne se plient pas au deal, on va tuer les enfants. Et dans leur tête, s'attaquer aux enfants, c'est devenir comme les nazis. Donc, elles ont tracé la ligne à cet endroit précis. On ne touche pas aux enfants et on refuse cette mission de kidnapper les enfants du commandant du pays. Alors, en 1945, la guerre touche à sa fin. Et elles ne savent pas encore, mais il reste genre quelques semaines et c'est fini, quoi. Et tout ce qu'elles auront fait auront servi à quelque chose et voilà. Elles continuent de résister, elles continuent à distribuer des tracts. Et le 21 mars 1945, Annie se fait arrêter pour un contrôle de routine à un checkpoint militaire. Annie sait qu'elle est mal barrée parce qu'elle a dans son sac plusieurs exemplaires d'un journal communiste
une arme semi-automatique, et elle se dit « c'est la merde ». Et j'imagine le stress qu'elle a dû avoir à ce moment-là. Alors son seul espoir, c'est de passer pour une gamine qui essaye de jouer à la résistance et qu'on l'emmerde un peu et puis qu'on la laisse partir en lui ayant fait peur. Mais on l'emmène au commissariat, et là, il y a un des soldats qui repère ses racines. Ah non. Ses repousses. Il repère ses cheveux roux. Et là, il leur faut pas longtemps pour comprendre qu'ils ont mis la main sur la femme la plus recherchée du Troisième Reich. Elle est donc emprisonnée, torturée. Elle finit par avouer ses crimes. Et malgré un accord bilatéral, parce que la guerre est en train de se terminer, il y avait un accord entre les occupants et les Allemands et les Alliés qui était de dire qu'ils n'exécuteraient plus personne pendant ce laps de temps, parce que sinon ce serait tout le monde allait mourir des deux côtés. Donc il y a cet accord qui dit que on ne fait plus d'exécution. Eh bien, ils ne vont pas garder leur promesse en ce qui concerne Annie. Ils vont vouloir l'exécuter très rapidement. 2 soldats sont chargés de l'exécuter en l'emmenant dans les dunes de, j'ai pas envie de me tromper, Blumendal. Donc 2 soldats l'emmènent dans les dunes. Et alors, il y a une légende autour de sa mort que je trouve très belle, et donc on va garder ça, on va pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Les 2 soldats tirent, ils la touchent, mais pas mortellement, et elle leur lance « Je tire mieux que vous ». Et puis là, ils la battent. Et elle est enterrée dans un petit trou dans les dunes, on va la retrouver plus tard. Elle aura une vraie tombe qui est toujours à Haarlem, où on peut aller sur sa tombe. 3 semaines plus tard, la guerre, c'est fini. Ça s'est joué à rien. Truus et Freddy, elles vont apprendre la fin de la guerre en même temps qu'elles vont apprendre la mort de Annie, ce qui va complètement les dévaster. On ne sait pas exactement combien de liquidations elles ont fait, parce que quand on leur pose la question, elles répondent simplement qu'on ne doit pas poser cette question à un soldat. Ça ne se fait pas. Par contre, ce qu'elle dit, c'est que, c'est Freddy qui dit ça, « Je les ai abattus moi-même et je les ai vus tomber. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là ? Tu veux les aider à se relever. » À chaque fois qu'elle tuait quelqu'un, au moment où elle le voyait tomber, tout ce qu'elle avait envie de faire, c'était d'aller l'aider, quoi. Et Truus ajoute « C'était tragique et vraiment difficile et on pleurait après. Ça ne nous allait pas. Je n'étais pas née pour tuer. Vous savez ce que ça fait à votre âme, vous perdez tout, ça empoisonne les belles choses de la vie. » Truus va se marier en novembre 1945 et elle va avoir 4 enfants, et elle dit qu'elle s'est mariée très rapidement pour passer à autre chose. Et elle nomme l'aîné de ses enfants en hommage à Annie Shaft. Freddy va se marier un peu plus tard et elle aura aussi 3 enfants. Et alors, elles étaient toutes les 3 liées au Parti communiste, de près ou de loin. Ça va entacher leur héritage finalement, parce que du coup, elles ne sont pas tout à fait reconnues pour ce qu'elles ont accompli. Il faut attendre le 10 mai 1967 pour que Truus soit reconnue comme juste parmi les nations. Et lors de son 75e anniversaire en 1998, elle est faite officier de l'ordre d'Orange-Nassau pour service rendu à la patrie. Et le 15 avril 2014, avec sa sœur, elle reçoit la croix de guerre de mobilisation des mains du Premier ministre. Il faut attendre très longtemps avant que leur héritage soit reconnu. Et c'est encore pire pour Annie, qui, elle, à un moment donné, elle était très populaire juste à la fin de la guerre. Mais le Parti communiste va la prendre en exemple comme une icône. Et du coup, sa popularité va diminuer au point qu'à un moment donné, on interdit même d'aller faire la commémoration sur sa tombe. Il y a la police qui empêche qu'on aille commémorer sur sa tombe. Et Truus et Annie vont travailler d'arrache-pied en créant une fondation et en essayant de travailler à la réhabiliter, et elles vont y arriver. Au début des années 1990, grâce au Annie Shaft Memorial Foundation, des commémorations sont à nouveau autorisées. C'est le dernier dimanche de novembre aux Pays-Bas. Moi, la seule chose sur laquelle j'ai envie de terminer, c'est que Truus et Freddy ont écrit un livre. Je vais le dire en néerlandais. C'est Ton niet, nu niet, nu iets. Alors, quoi? Doudi, 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 dou. Et alors, je vais vous le traduire en anglais parce qu'en français, c'est vraiment naze. Mais le titre du bouquin, c'est Not then, not now, not ever. En français, ça fait pas hier, pas maintenant, jamais. Peut-être demain, on ne sait pas si on a le temps. Non. Donc, je trouvais ça plus chouette en anglais. C'est plus classe. C'est plus classe. Ça donne mieux l'impact du slogan. Ça fait moins slogan en français. Et elles sont décédées? Elles sont mortes en 2016 et 2018. Elles avaient 90 ans. Ah oui, donc récemment, en fait. Ouais. Récemment, tout à fait. Là, j'ai déprimé Benjamin, quoi.
Ça va aller, Benjamin. Tu veux un câlin? Non, ça va. On a perdu Benjamin. Non, mais c'est vrai que c'est triste, c'est vraiment tragique, quoi. Oui, c'est très tragique comme histoire. Je t'ai complètement déprimée, quoi. Non. Non. Non, c'était bien. Non, mais elles sont super. Elles sont inspirantes quand même. Ah oui, non, mais genre les meufs, les ados genre de cet âge-là arrivent à prendre leurs responsabilités. On doit pouvoir le faire alors qu'on n'a pas encore des nazis dans la rue, quoi. Faut y aller, quoi. Alors que nous, les jeunes, ils vont manifester parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. C'est quand même autre chose. Elle est pas mal. Elle était bien. C'est autre chose, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est des femmes super méga inspirantes. Et ça pourrait... elles ont été plus courageuses et plus déterminées que bon nombre d'hommes, moi en premier. C'est beau. Aujourd'hui, tu vois. Non, mais c'est fou, quoi. Elles sont hyper inspirantes, ouais. Donc, ça veut dire que la fin du monde est proche. Ah, ça, oui. Donc, il va falloir y aller. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer la résistance avec un podcast qui s'appelle Bière et Faits divers. La résistance commence ici. Bah ouais. Mais c'est vrai que tu peux pas... Tu vois, moi, je me pose vraiment la question dans quel... et elles le disent... dans une citation, c'est dans quel état d'esprit t'es, dans quel... C'est impossible de prévoir comment tu vas réagir. Ouais. Que ce soit de devenir, tu vois, une résistante acharnée, tout ça, comme elles l'ont été, ou comme... Ça peut être l'effet inverse de collaborer pour des raisons X ou Y, tu vois. C'est genre, je pense que passer d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment une espèce de petit fil, tu vois. Tu ne sais pas ce que tu seras avant d'y être confronté. Exactement, et je crois que c'est des situations genre de l'enfer puissance 1 milliard, et que du coup, c'est l'esprit humain et tu vois, les réactions que tu peux avoir peuvent être diamétralement opposées. Ou... Mais elles ont un terrain commun qui est la militance des parents qui s'est transmise aux enfants et le fait d'être dans les tranchées déjà... avant, quoi. Et puis, comme tu dis, la mère a accepté. On a demandé l'autorisation de la mère, elle a accepté. Au final, si la mère n'était pas du tout dans ce délire de militant, elle aurait dit non. Et en fait, il n'y aurait pas eu ça. Moi, j'avoue, je sais pas si j'accepterais que, tu vois, de laisser partir ma fille à 14 ans dans de la militance comme ça, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça fou. Moi, à 16 ans, il y a la guerre, tu vois. Je moi, je reste ici, tout va bien. Où est-ce qu'il y a la connexion Internet? Faut que je puisse m'en sortir, tout ça. Machin, tu vois. Après, je dis ça maintenant pour rigoler, tu vois, mais si j'étais confronté à ça, comment est-ce que tu réagis, tu vois? Dernière partie du podcast avec Noémie, qui va nous parler des références culturelles aux nazis. Oui, tout à fait. Et là, par contre, ça va être beaucoup plus fun. Je me suis intéressée aux nazis dans la pop culture. Alors, ce qui est assez marquant, c'est que la pop culture, elle aime bien les nazis. Elle aime bien les nazis. Hein. Les nazis, le nazi, c'est le méchant parfait. C'est l'archétype du méchant. C'est le mal incarné. On peut tout lui faire, on peut tout lui faire faire, on peut tout faire avec les nazis. C'est pas faux. Voilà. C'est un truc un peu pratique. Et donc, c'est pratique quand on écrit des histoires. Exact. Et donc, je ne pouvais pas ne pas parler dans cette partie de Inglourious Basterds, évidemment. Film de guerre uchronique germano-américain, écrit, réalisé par Quentin Tarantino. Uchronique? Oui. Alors, qu'est-ce qu'une uchronie? C'est presque vrai, mais pas vraiment. Une uchronie, c'est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire. Donc, on modifie l'histoire avec un grand H. L'histoire avec un grand H, donc c'est-à-dire qu'on modifie le passé. Mais donc Inglourious Basterds, sorti en 2009, présenté au Festival de Cannes d'ailleurs aussi en 2009. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou pour ceux qui ne s'en souviennent plus, donc l'histoire se déroule en France durant la Seconde Guerre mondiale, et donc raconte à la fois l'histoire d'une jeune juive, Shoshana Dreyfus, qui est incarnée par Mélanie Laurent, et qui venge sa famille qui a été assassinée par les nazis, et à la fois aussi l'histoire d'un commando de soldats juifs mené par le lieutenant Aldo Raine, interprété par Brad Pitt, et qui est envoyé en Europe occupée pour éliminer le plus de nazis possible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont scalper les nazis avant de s'attaquer ensuite à leurs dirigeants. Voilà. Il aime bien les trucs de vengeance, Tarantino. Il a une vague vengeance. Dans tout, c'est un quasi. Ouais, il y a un truc de... Venger les opprimés. Oui. Voilà. J'ai rassemblé quelques petits facts sur le film, donc je ne sais pas si vous saviez. Donc en fait, Tarantino, il a commencé à écrire le scénario du film plus de 10 ans avant la sortie du film. Mais en fait, il avait du mal à le finaliser, il avait du mal à l'écrire. Et du coup, entre-temps, il a réalisé Kill Bill et Boulevard de la Mort, parce qu'il avait du temps à tuer. Entre-temps, j'avais un peu de temps à tuer. Voilà, il s'est dit... Mais Kill Bill qui est super d'ailleurs. Qui est super. Le deuxième, j'ai moins suivi, mais le premier, très bien. Pas vu le deuxième, pas vu. Le film a été tourné en France et en Allemagne, donc ça a été un véritable succès commercial et critique. Il a réussi
Il a reçu de multiples récompenses d'ailleurs, notamment pour l'acteur Christoph Waltz qui joue l'officier SS Hans Landa. Il a remporté pour ce rôle le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, aussi l'Oscar, le Golden Globe et le British Academy Film Award du meilleur acteur. Donc, En gros, tout. Sympa, quoi, ouais, il a ça. tout eu. Et Le ça, c'est grand chien. que les prix connus que je vous ai dit. Il a reçu d'autres prix moins connus pour ce rôle. Et alors, je ne sais pas si vous savez, moi, j'ai toujours eu du mal en fait à écrire le nom de ce film parce qu'il y a 2 fautes d'orthographe dans le titre du film. Inglourious Basterds. Oui. Ah bon? Ah bah oui. Donc c'est Inglorious, donc il y a un U qui n'est pas censé être là et Bastards avec un E et non un A. Alors pourquoi? Est-ce que c'est de l'argot ou quelque chose comme ça? Non. En fait, le titre du film est un hommage à un film qui existe et qui s'appelle The Inglorious Bastards, qui est écrit donc correctement, un film de 1978 qui est un film de guerre italien d'un réalisateur qui s'appelle Enzo Castellari, qui fait d'ailleurs un caméo dans le film de Tarantino. Et donc, le titre du film de Tarantino se distingue de l'original par ces 2 fautes d'orthographe. Et donc, c'est fait exprès pour le différencier du film original. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc. Petit clin d'œil cinéphile. Ouais, c'est le Voilà. réalisateur qui a Oui. toute licence donnée par le studio. Parce que franchement, j'imagine n'importe quel autre réalisateur dire alors moi, je voudrais mettre 2 fautes d'orthographe dans mon titre. Et genre, c'est tu rentres chez toi, mec. Voilà. Ouais, quoi. bah ouais. C'est Tarantino, il peut tout faire. Ouais, il peut tout faire. Et en France et en Allemagne, la croix gammée qui apparaît sur l'affiche du film a été supprimée et remplacée par un trou causé par une balle. C'est dû en fait à des lois interdisant d'afficher une croix gammée autrement qu'à des fins de représentation historique dans ces 2 pays. Ouais. Et donc, ces lois ne s'appliquant pas aux œuvres d'art, mais seulement aux affiches publicitaires, le film n'a pas été censuré, mais seules les affiches du film ont été donc, entre guillemets, censurées. Voilà. Dernier fun fact sur ce film, il y a 2 acteurs qui ont failli mourir sur le tournage. Donc, Fun fact. voilà. Very fun. Eli Roth et Omar Doom. En fait, ils ont été blessés lors de la scène de l'incendie du cinéma dans le film. Heureusement, c'est des blessures mineures, mais en fait, ça aurait pu être pire pour les 2 comédiens puisque la température a grimpé jusqu'à 1200 degrés, contrairement aux 400 prévus. Et que selon les pompiers, il n'aurait fallu que 15 secondes supplémentaires de tournage pour que la structure métallique s'effondre et incinère les 2 hommes. Chouette. Voilà. D'ailleurs, Eli Roth, donc l'acteur... qui a été viré c'est ça. Quelqu'un a eu un problème. C'est Jean-Michel à la pyrotechnie. Ouais, Jean-Michel, Jean-Mich. va falloir qu'on parle. Et l'un des 2 acteurs explique d'ailleurs que la croix gammée n'était d'ailleurs pas supposée tomber dans la Seine, puisqu'elle était suspendue à des câbles d'acier, mais qu'en fait l'acier s'est liquéfié à cause de la chaleur. Voilà. Et Non, mais il y a d'ailleurs, quelqu'un qui a Eli, mal fait son taf. Ouais, il y a quelqu'un qui a pas fait la bonne expertise. Ouais, non. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la série Hunters. Je sais pas si vous avez... Est-ce que c'est celle avec Al Pacino? Oui. J'ai trouvé ça dégueulasse. Oui, J'ai c'est pas vu. terrible. C'est mauvais. Bah, j'irai pas voir alors. C'est vraiment. Alors, est-ce qu'on doit vraiment en parler si Excusez-moi. c'est mauvais? Alors, moi, j'ai pas aimé, mais je sais que ça a eu beaucoup de succès. Mon Oh. mec a adoré. Moi, j'ai trouvé ça affreux parce que je suis très sensible à la violence et c'est très violent. Donc, Hunters, ça se passe en 1977 à New York, où une bande de chasseurs de nazis découvre que des centaines de hauts dignitaires du régime déchu vivent incognito parmi eux et complotent pour instaurer un 4e Reich aux États-Unis. Ils se lancent donc dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide. Donc, c'est donc une série qui est portée notamment par l'acteur Al Pacino, qui a d'ailleurs remporté le Golden Globe du meilleur acteur pour cette série. Ah, moi, je le trouve très mauvais dedans. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette série a été écrite par un inconnu d'Hollywood. Il s'appelle David Whale et il a 31 ans, donc il est assez jeune. Et donc, le jeune scénariste, il a quand même réussi à convaincre et Amazon Prime Video et le réalisateur Jordan Peele de produire son projet, alors qu'il n'avait rien fait avant. Et Jordan Peele, c'est pas le dernier des Broquignoles. Voilà, Je sais pas qui c'est. Get Out. Get Out. Voilà. Et donc David se considère toujours, après avoir quand même réalisé Hunters, qui est quand même assez connu, il se considère toujours comme un nobody. D'ailleurs, dans une récente interview donnée à Vanity Fair, juste avant la sortie de la série, il a dit que sa mère vivait toujours à Long Island, d'où il vient, et qu'elle lui envoyait toujours des offres d'emploi là-bas. Mignon. Alors en fait, David, pourquoi est-ce qu'il a écrit cette série? C'est parce que sa grand-mère est une survivante de l'Holocauste et il lui a raconté beaucoup d'histoires, donc tout ce qu'elle avait vécu dans les camps, mais elle lui a aussi parlé de ces scientifiques nazis rapatriés aux États-Unis après la guerre et accueillis quasiment à bras ouverts par la NASA. C'est ce qu'on appelle l'opération Paperclip et c'est ce dont il parle aussi dans la série. Pour continuer, comme je vous disais tout à l'heure, le nazi c'est le mal incarné, on peut tout faire avec lui et c'est ce qui illustre le prochain film dont je vais vous parler qui s'appelle Dead Snow. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est un film de zombies norvégien sorti Ça me en dit quelque 2009 avec une composante humoristique. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants qui part dans les montagnes pour passer quelques jours de vacances dans un petit chalet sympa. Dès les premiers soirs, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole, mais un homme frappe à la porte et vient prévenir le groupe d'une malédiction qui hante la région. Les jeunes prennent l'étranger pour un fou et décident de rester malgré tout dans le chalet. Ils sont pourtant ensuite confrontés à des êtres terribles venus d'un autre temps, des nazis zombies sortant de terre. Yeah. Voilà. Donc en fait, il y a pas mal de clins d'œil dans ce film à quelques classiques du cinéma d'horreur comme Evil Dead et Brain Dead. Dead Snow a quand même été présenté hors compétition au Festival du film de Sundance en 2009. Alors, j'ai pas trouvé si le film avait bien marché ou pas, mais il y a quand même une suite, donc Dead Snow 2. Ouais, c'est Mais que ça a bien marché. Ça a quand même bien marché, mais la note hallucinée des spectateurs est de 2,2 sur 5. C'est pas terrible. Sur 5. J'ai regardé la bande-annonce hier, ça a l'air très mal fait, très malaise, mais aussi très drôle. C'est un série Z, quoi. Ouais, complètement. Un nanar. Voilà. Dans le même registre, il y a Iron Sky. Oui. Ah, tu l'as vu? Je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup C'est un entendu film ou parler. une série? C'est ça un film finlando-germano-australien Ouais. qui est sorti en 2012 et en fait, ça se passe en 2018 lorsqu'une mission lunaire est envoyée dans l'espace pour trouver des gisements d'hélium sur la face cachée de la Lune. Et en fait, les 2 astronautes de la mission tombent sur une patrouille de nazis. Parce C'est qu'en du fait, génie. il y a des Genre nazis. coïncidence. Oh, Ça fait 70 ans qu'en fait, des nazis observent la Terre depuis la face cachée de la Lune et se préparent à une invasion totale de la Terre. C'est du génie, franchement. Voilà. Non les Martiens sont en fait C'est des pas nazis mal. qui ont fui. Il y a aussi une suite, Iron Sky 2, et il y a même un 3e volet qui s'appelle The Ark, an Iron Sky Story, qui est prévu pour 2021. Wow. Donc Mais maintenant. dans le 2, ils sont encore plus loin, c'est théorie de la Terre creuse. Et donc, c'est une théorie Ah non. comme quoi la Terre est Ah oui. creuse. Et il y a des gens qui habitent à l'intérieur de la Terre. Et là, c'est les nazis sont dans la Terre creuse. Et je crois qu'il y a un moment donné, il y a Hitler sur un T-Rex, je pense. dans Ah, ça, le je deux. ne sais pas. Je sais pas. Ou un général nazi sur un dinosaure. Ça m'étonnerait pas, vu la bande-annonce du premier, ça m'étonnerait pas. C'est quand même vraiment cool. Je vous ai dit, on peut tout faire avec les nazis, on peut tout faire. Il y a aussi évidemment le film Le Dictateur, que tout le monde connaît, film américain satirique réalisé par Charlie Chaplin, Ah oui, oui, sorti en celui-là. 1940. Je sais, Est-ce qu'il y a un nouveau dictateur? Oui, tu m'as regardé avec un air Genre, est-ce qu'on parle bien de intrigué. Chaplin? Oui, on parle de Chaplin. Donc, c'est le premier film parlant d'ailleurs de Chaplin. Ce qui est intéressant, il a été conçu avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Ça a été le plus grand succès commercial de Charlie Chaplin. Il est ouvertement donc inspiré évidemment par le régime nazi mis en place par Hitler. Le gouvernement allemand de l'époque a protesté officiellement contre sa réalisation et a demandé l'abandon du projet, ce que Chaplin a refusé puisqu'il a terminé malgré toutes les pressions qu'il recevait. Donc le tournage a commencé en 1939, donc 8 jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et 6 jours après la déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France à l'Allemagne le 3 septembre. Donc on est en pleine guerre quand le film est tourné, ce que je trouve assez fabuleux. Si je ne pense pas de bêtises, je me souviens pas de bêtises, ça a participé au fait aussi que les États-Unis à un moment donné se lancent dans la Oui, guerre parce tout que à fait. ça... Tout à fait, ça a mobilisé l'opinion publique en faveur de... Voilà. Ouais. Et est-ce que quand il imitait les discours de Hitler, est-ce que c'est pas une fausse langue? Il n'y a pas un truc comme Il ça? fait du gromelot, quoi. Ouais. Ouais, et c'est même pas le nom de l'Allemagne n'est pas Oui, c'est cité, ça. c'est un pays imaginaire. On est aussi dans une uchronie en fait. plus Il ou avait moins. tout compris. Hein. Effectivement. Par contre, sachez que dans son autobiographie qui a été publiée en 64, Chaplin a déclaré que s'il avait connu l'horreur des camps nazis et l'extermination des Juifs, il n'aurait pas pu réaliser ce film et faire de cette horreur une comédie. Voilà. Je veux bien. Donc Hitler a fait interdire le film en Allemagne sans surprise. Ah bon? Mais la légende dit qu'il s'en serait procuré une copie, qu'il se serait fait projeter en privé à 2 reprises. Chaplin, quand il a appris ça, a dit qu'il donnerait n'importe quoi pour savoir ce qu'avait pensé Hitler. Comme nous tous, d'ailleurs. Eh ben moi, je pense. suis sûre qu'il a aimé. Ouais, moi, je suis sûr qu'il a kiffé Ah, ça. Voilà. ouais. Alors, pour finir dans un registre comme un peu plus sérieux, il y a plusieurs séries et films qui s'emparent des nazis, notamment la série de Men in the High Castle, Mhm. qui est une uchronie. Donc, c'est la série qui imagine un monde dans lequel l'Allemagne nazie aurait remporté la Seconde Guerre mondiale. 4 saisons, 40 épisodes. Voilà. Amazon Prime aussi. Amazon je pense. Prime aussi, qui sponsorise cet épisode. Euh, Jeff, c'est pour toi. c'est ça. Alors, je pouvais pas ne pas le mettre parce que c'est un de mes films préférés. Il y a aussi La Mélodie du Bonheur, qui, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais à la Il y a fin, longtemps. la famille qui vit en Autriche doit échapper aux nazis. Et je ne vous dirai pas s'ils s'en sont sortis ou pas.
Il y a aussi évidemment Il faut sauver le soldat Ryan, La Grande Évasion, Le Patient anglais, Stalingrad. Il y a plein de films. Et sachez aussi que dans une scène du Roi Lion, Disney s'est inspiré de photos nazies. Donc c'est la scène avec Scar et les hyènes qui défilent. Je sais pas si vous voyez. Ouais, tout à fait. Moi, c'est une scène qui me terrifiait quand j'étais petite. J'allais toujours me réfugier derrière le divan à ce moment-là. Voilà. Oh, mignon. Comme mignon. Ouais. Et pour finir, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Wolfenstein, qui est une série de jeux vidéo qui prend place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans ce jeu, vous incarnez un combattant contre les nazis. Donc, c'est une série de jeux vidéo, il y en a plusieurs. Et le 9e opus, c'est une histoire alternative à la réalité, à nouveau, et qui prend place dans un monde uchronique où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc, décidément, on aime bien faire ça. Voilà. Et comme m'a dit mon mec hier, donc mon mec qui m'a appris l'existence de jeux vidéo, il m'a dit que la Seconde Guerre mondiale, c'est un gros truc dans les jeux vidéo. On aime tuer des nazis. Tuer des Russes, c'est un peu touchy, mais des nazis, ça va. Voilà. Je trouve que c'est une belle conclusion Ouais, avant. pour conclure cette partie. Avant. Tuer des Russes, c'est un peu de chi, mais des nazis, ça va. De toute façon, les Russes ils se tuent entre eux, donc du coup. Ouais, Voilà. Non, C'est tout pour moi. Et du coup, 2, moi je peux en rajouter 2. Vas-y. Une qu'il faut voir genre maintenant, genre dès que vous coupez votre podcast, je donne pas d'ordre souvent aux gens. Mais là, genre, c'en est un, Là, là. c'en est un. Jojo Rabbit de Taika J'allais le Waititi, dire. avec Scarlett Johansson, Taika Waititi, qui est un réalisateur néo-zélandais qui joue Hitler, qui est l'ami imaginaire d'un petit garçon. Et donc le pitch c'est ça, c'est un petit garçon qui a un ami imaginaire qui est Hitler et qui fait son stage à la jeunesse hitlérienne. Ok. Et c'est genre et donc Ça du reste coup le terrible. génie de ce truc là c'est que c'est une situation très compliquée et très dure et c'est un sujet pas super drôle, mais ce film est genre vraiment super marrant. Il y a du David Bowie en allemand et tout, c'est genre trop bien, il faut vraiment le voir, c'est super drôle, c'est hyper bien écrit, c'est bien réalisé. Ça les gens s'appelle sont comment super. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, ok. Il y a celui-là et il y en a un autre qui du coup est plus sérieux mais qui est super bien et qui pourrait un peu faire le lien avec l'histoire que toi Caro tu nous as raconté. C'est Une vie cachée de comment il s'appelle ce réalisateur Terrence Malick, voilà. Donc qui fait des films plutôt métaphysiques comme ça tout ça. Et c'est sur un objecteur de conscience autrichien qui a refusé justement de vouer allégeance au régime nazi et donc qui s'est fait enfermer pour ça et c'est super bien. Mais il y en a la blinde, là. Oui, Là, oui. j'ai retapé, il y a Valkyrie avec Tom Cruise, Oui. enfin, je veux dire, c'est... Il y a Oui, Lisa Schindler c'est sans aussi fin, qui ouais. m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà. Je suis sûre, j'étais en train de dire, et les films de cul sur les nazis. Non, ça je crois pas. C'était sérieux, franchement. sûre Tu que crois ça existe. sérieusement qu'il n'y a pas de... Alors, Non, pas Nazi, non, ça cul. fait pas partie des fantasmes. tu Si. vois. je suis Genre sûre. Harry Potter et tout ça, ok. Mais Alors. genre pas les nazis. Film nazi, porno, runenu.com. Fais J'ai gaffe peur de à l'endroit où cliquer. tu tombes, Ouais, Noémie. ouais. Tu ne sais pas ce que tu vas voir. Ton algorithme d'un coup il va devenir tout chelou. Non, j'ai peur de cliquer. Moi aussi, j'ai film porno nazi sur Voilà Porno. Alors, j'ai porno nazi les plus longs sur Tube for the World. Non, elle va pas cliquer. Le Nazisploitation ou Nazi Porn Ah non. est un, ça me film dégoûte. est un type de film d'exploitation et de sexploitation incluant des nazis comme étant des actes de nature sexuelle. Donc, non seulement ça existe, Mais mais c'est ça a un un nom. nom. Bah super, c'était super. Moi, je suis très contente d'avoir appris la Nazisploitation. Moi je suis très content d'avoir appris l'histoire de ces 3 femmes hollandaises, Mhm. Ouais. du coup résistantes, assez impressionnantes. Ouais, Et voilà. on a appris plein de trucs. Trop bien. Au Bah- prochain épisode. Et merci. Merci à tout le monde. Pour retrouver les photos dont nous avons parlé dans cet épisode, rendez-vous sur Instagram ou sur lvdt.studio. Le podcast t'a plu ? Abonne-toi pour ne louper aucun épisode et surtout, partage le plaisir autour de toi.